Bonsoir à toutes et à toutes, et merci pour ce nouveau webinaire qui est sur le thème de la beauté et de la biodiversité, avec les enjeux justement qui lient ces deux thématiques. Et on a le plaisir de recevoir Sandrine Lecointe ce soir, qui va nous aider justement à décrypter un petit peu cet univers assez particulier et son lien aussi avec le sujet que porte l'association État Sauvage, la biodiversité, la protection de l'environnement au sens plus large. Et on va voir justement comment ces deux thématiques se rencontrent ce soir. Alors, avant peut-être de démarrer la présentation de ce webinaire, on a coutume de faire une rapide présentation de l'association que vous ne connaissez pas forcément. Donc, Sandrine, si tu veux bien passer sur la première slide, je veux bien. Voilà, pour que vous puissiez toutes et tous nous identifier. Nous sommes donc une jeune association puisqu'on a moins de 5 ans d'existence. On agit en fait en France métropolitaine pour la préservation de la biodiversité. Et nous sommes donc une association qui a pour mission de préserver le vivant justement, mais aussi d'encourager les liens positifs que l'humanité entretient avec la nature. Alors ça s'articule autour de deux grands axes. Je te laisse passer sur la slide suivante. Oui. Du coup, notre premier axe, c'est la sensibilisation, puisque nous vulgarisons des connaissances scientifiques, justement, on les rend plus accessibles au public. On organise également des sorties sur le terrain. On a un blog sur notre site internet qui nous permet d'aller plus loin, et puis des thématiques comme ce soir avec des webinaires qui permettent de discuter avec des intervenants experts dans leur domaine ou scientifiques. Et puis le deuxième axe sur lequel on agit, c'est celui de la préservation des écosystèmes, puisque nous achetons des forêts en France métropolitaine que nous laissons ensuite en libre évolution pour les protéger et permettre surtout à l'écosystème d'accomplir son cycle de vie intégral. Voilà, et à des espèces qui ont besoin de toutes les étapes de vie des forêts d'exister. Euh, voilà, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter notre site internet donc, et pourquoi pas nous recontacter. Et avant de passer la parole à Sandrine, justement, je vais prendre quelques petites secondes pour la présenter et vous permettre de mieux comprendre qui est notre intervenante ce soir. Donc, qui est Sandrine Lecointe? Alors, elle côtoie en fait l'écosystème des cosmétiques naturels dans leur globalité depuis 2013. C'est dire donc si elle a de l'expérience. Et c'est forte de son expérience justement au sein de plusieurs laboratoires et de marques qu'elle travaille, elle forme, elle accompagne, elle conseille également des écoles et des entreprises à éco-concevoir, donc à faire cette transition écologique dans le monde de la beauté. Elle est également auteure et elle a coordonné l'ouvrage Le guide de l'éco-conception cosmétique aux éditions Erol avec 8 autres experts passionnés comme elle. Donc, un tout premier ouvrage qui est sorti assez récemment. Je pense qu'elle vous donnera les références si vous souhaitez aller plus loin. Et je vais te passer la parole, du coup, Sandrine, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Et on se retrouve à l'issue du webinaire pour vos questions. Alors, n'hésitez pas à les poser dans le chat, puisque Florence, qui est avec nous, prendra vos questions et les restituera à l'issue de la présentation. Voilà. Excellent webinaire. Et je te laisse la parole, Sandrine. Eh ben, super, merci beaucoup Julie, merci Florence. Merci à tous d'être là, merci à État Sauvage pour l'invitation. Et déjà, je voudrais m'excuser pour ma voix. Elle est un petit peu hachée, mais je vais essayer de tenir le challenge des 40 minutes pour la conférence. Alors en fait, l'idée déjà de cette conférence, c'est de prendre ce temps ensemble pour réfléchir à ces 30 prochaines années, enfin aux 30 années là qui arrivent. Je suis pas là pour créer de l'éco-anxiété, hein, ni pour vous imposer une vision totalitaire sur les 30 prochaines années. Bien au contraire, moi je suis là pour justement montrer des solutions, présenter aussi ce qu'est la réalité aujourd'hui pour les années à venir dans notre secteur d'activité. Et aussi, comment est-ce qu'on se prépare à tout ça, se poser les bonnes questions, de se dire comment on anticipe tout ça. Euh, voilà. Donc, allez, je démarre. Je démarre par cette image que j'aime bien. Pas parce que mon fils s'appelle Léo, mais parce que, en fait, on est des héritiers. Euh, pour rappel, un héritier, c'est quelqu'un qui hérite d'un défunt et qui reçoit des biens en héritage. Et cet héritier, il va porter un regard un peu différent sur les choses que quelqu'un qui n'a pas hérité, par exemple.
Il va avoir des habitudes, il va avoir plus de facilités, des facilités à acheter sa maison, sa voiture, etc. Il va vivre sa vie grâce à un héritage. Puis un jour, son banquier va l'appeler en disant, bah, tu tapes dans ton capital là. Donc fais attention jusqu'au jour où il arrive gentiment à zéro. Et là, notre héritier, il sera bien étonné. Il répondra, bah, ah, mais c'est pas possible en fait. Ma famille elle vit comme ça depuis des générations. Moi, j'ai fait toute ma vie comme ça. J'ai 45, 50 ans. Il n'y a aucune raison que ça change. Sauf que le banquier, en fait, il demandera de réagir et de faire quelque chose pour sauver sa situation. Et alors, bon, bah, vous m'avez vu arriver, en fait. Cette histoire, c'est la nôtre. On a vécu comme des héritiers jusqu'à présent et nous n'avons pas travaillé. On a tout reçu en cadeau. On a vécu comme ces héritiers jusqu'à présent. On n'a pas vraiment travaillé, euh, dans le sens où la nature nous a offert un petit peu tout ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, on arrive à bout. Et pour différentes raisons, hein, que je ne vais pas pouvoir tout démontrer aujourd'hui, enfin ce soir, mais qui fait qu'en tout cas, notre société, notre vie va changer. Et beaucoup de gens vivent encore en se disant, bah, moi j'ai toujours voyagé en avion, c'est un acquis, j'ai le droit, j'ai travaillé dur pour ça. J'ai toujours eu mon gros SUV, c'est ma liberté. Voilà, si j'ai envie de manger des fruits exotiques en hiver, c'est mon droit aussi. Euh, mais alors, vous le voyez ici, de continuer ce système-là, cette vie-là, cette société comme ça, bah, notre modèle a des limites en fait, planétaires et humaines, et donc des conséquences qui sont dramatiques sur bien des sujets. Là aussi, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, hein, mais vous le voyez un petit peu sur ces images. Et ce que l'on doit regarder aujourd'hui, c'est la biodiversité qui s'effondre. Et ça a échappé à personne, hein, mais notre industrie, celle de la beauté, elle dépend fortement du vivant pour ses approvisionnements, notamment. Et tout ça va être notre quotidien, en fait, si on fait rien. Et en dépit des efforts d'adaptation, des impacts aussi généralisés, il faut comprendre que chaque tonne d'émissions de CO2, en fait, contribue au réchauffement planétaire qui nous fait. Et en fait, on doit justement décarboner nos industries. Et donc, les enjeux sont grands, vous imaginez bien, et l'impact que nous avons à ce niveau-là n'est vraiment pas à minimiser. Et donc, il faut retenir que le monde qui arrive n'est juste plus viable et que nous allons vivre un petit peu cette crise de santé aussi. Hop, ça va. Gêne. Alors, en fait, on a l'épuisement de nos ressources et l'enjeu principal, donc, c'est justement de pérenniser tout ça ou de faire attention, déjà prendre conscience de tout ça. Elles sont limitées, donc, à tous les niveaux. Donc, nous devons définitivement changer de modèle. On extrait trop vite par rapport au stock actuel et on dilapide un petit peu tout en surconsommant. On doit passer justement de cette consommation aveugle, égoïste et infantile avec du gâchis vers une production et une consommation beaucoup plus durable, évidemment, plus mesurée aussi. Et ça, ben, on doit vérifier justement en optimisant tous nos cycles de vie. On le sait parce que pour fabriquer nos emballages, nos produits cosmétiques ou même nos médicaments, hein, c'est pareil, eh ben, on a besoin de matières premières comme le pétrole, comme l'eau, le sable. Et on le sait tous, on ne peut pas fabriquer du pétrole. Donc, je ne vais pas rentrer dans le discours de Jean-Marc Jancovici pour ceux qui le connaissent. Mais voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas refabriquer. Les minéraux métalliques ou non métalliques, les graviers, le sable, tout ça, c'est pareil, ça ne se refabrique pas. Juste pour que vous ayez en conscience que le sable, en fait, c'est la deuxième ressource la plus utilisée dans le monde après l'eau. Et dans notre industrie, le sable nous permet justement de fabriquer nos jolis flacons de parfum. Et il nous faut aujourd'hui des dizaines, voire des centaines de milliers d'années pour fabriquer du sable. Et donc chaque année, c'est 6 milliards de tonnes de sable qui sont extraites du milieu marin. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, on a 25% de notre sable aussi qui est issu, pardon, des rivières. Et au total, on a 40 milliards de tonnes qui sont extraits annuellement au niveau mondial. Donc c'est 9 fois plus que le pétrole. Et ça, c'est juste pour fabriquer nos flacons de verre, les flacons de parfum et tous les contenants en verre qu'on a. L'autre ressource qui s'épuise, c'est l'eau, hein. Ça, c'est une ressource stratégique, non négligeable pour les industries, et elle représenterait 1500 milliards de mètres cubes en 2030. Et donc ça, bah, c'est la sixième des 9 limites planétaires qui a été franchie en 2022.
donc celle du cycle de l'eau douce. Et voilà, il faut juste pas oublier que si on n'a pas d'eau, eh bien, on a zéro production possible. Donc difficile un petit peu de concevoir, de conditionner, de fabriquer nos produits cosmétiques sans eau. Donc voilà, l'eau, ça reste une ressource qui est utilisée par tout le monde, l'agriculture, l'industrie, nous, mais il va falloir prioriser tout ça. Et évidemment, si on n'a plus de biodiversité, ben, on n'a pas non plus de produits issus de la naturalité. Alors, ça fait à peine une quinzaine d'années qu'on se bat pour en avoir plus dans nos produits, hein. On connaît, nous, dans notre industrie, des changements. La clean beauty, la green beauty, on a des mouvements comme ça qui arrivent où tout le monde veut de la naturalité dans nos produits. C'est bien beau. Sauf que dans les coulisses du métier, on entend déjà qu'il y a quasi plus d'ingrédients naturels, donc issus des plantes, issus des légumes, des fruits. Donc imaginez nos cosmétiques en 2040, ça sera très compliqué. Et quand je parle de cosmétiques, on peut aussi aller plus loin et penser à nos médicaments, tout ce qui est derrière issu d'une biodiversité, de la nature, etc. Donc cette hypothèse, elle est loin d'être farfelue, hein. On a la pression sur les matières premières, les baisses accrues des rendements, la sécheresse, les inondations, les conflits. Bon, voilà, encore une fois, il y a plein de sujets qui sont autour de tout ça. Alors, pour essayer de minimiser et anticiper tout ça, on connaît des solutions. On va les voir tout à l'heure, mais elles sont relativement faciles à mettre en place et surtout, on les a et elles sont toutes les industries ont ces solutions-là. Seulement, si on est seul à les mettre en place, ben, c'est toujours pareil, on n'y arrivera pas. Voilà, ça c'est une certitude. Il faut que ce soit un engagement qui soit collectif. Donc, si toutes les industries se donnent la main, on peut même dépasser même les objectifs des accords de Paris qu'ils avaient fixés en 2015. Donc, ça peut être vraiment très inspirant de mutualiser toutes ces bonnes pratiques. Euh, alors, comment on transforme et c'est quoi ces solutions? Alors, moi, je suis experte en éco-conception et ça, c'est la méthode que toutes les industries doivent appliquer. Mais on peut pratiquer aussi l'éco-conception dans notre vie. On peut le faire avec du produit, mais on peut le faire aussi avec du service. En fait, juste pour donner une définition, l'éco-conception, c'est l'ensemble des méthodes de production qui permettent de diminuer les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service sur tout l'ensemble de son cycle de vie. Et donc, quand on entame cette démarche d'éco-conception, c'est porter un petit peu un nouveau regard sur les produits qu'on fabrique. C'est aussi essayer de les optimiser pour qu'ils aient les mêmes fonctionnalités, mais évidemment tout en réduisant les impacts écologiques qu'ils peuvent avoir. Donc l'éco-conception, ça reste une démarche qui est complète, qui est continue et qui répond à un problème causé par le changement climatique. Et ça, justement, c'est un outil de l'économie circulaire qui nous fait appréhender un produit sous l'angle des trois piliers du développement durable que je vous ai mis ici. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est 80% des ressources naturelles qui sont consommées par 20% de la population mondiale. Cela engendre donc, on le voit, toutes ces zones de grande richesse et de grande pauvreté. Et je vous l'apprends pas, hein, mais c'est pour ça justement que les 17 objectifs de développement durable, donc les 17 ODD, ont été mis en place. Et justement, il y a cet agenda, donc l'agenda 2030, est un programme universel qui porte l'ambition justement de transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités, mais aussi en assurant toute sa transition écologique et solidaire à horizon 2030. Et donc 2030, c'est demain. Et il y a aussi toutes les lois qui nous obligent à bifurquer. AGEC, la loi climat et résilience, le Green Deal. Encore faut-il qu'elles soient appliquées, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y a beaucoup de normes, de lois qui régissent tout ça. Donc, il se pose aussi toutefois ces questions de comment on assure demain, comment on assure l'accès à l'alimentation, à l'eau potable, à l'hygiène, la santé pour tous, comment on assure justement cette protection de la biodiversité et lutter contre le changement climatique. Les sociétés humaines aujourd'hui, on le voit, elles entrent dans cette transition de plus en plus, qu'elles le veuillent ou non. C'est en train de changer. Et donc, elles doivent repenser l'ensemble de leur activité. Et tout le monde est concerné par cette transition, que ce soit ce que je vous ai dit, donc du consommateur, donc du particulier, des industriels, des politiques. Et donc, tout le monde est concerné euh, et doit aller vers ce nouveau modèle en fait sociétal, qui est évidemment un petit peu plus durable. Et donc, il est urgent d'agir. Ça, vous l'avez compris. C'est pour ça que j'ai plus de voix parce que j'arrête pas de le sensibiliser et d'en parler.
Alors, il y a des critères. Quand on fait cette méthode d'éco-conception, on travaille sur l'analyse du cycle de vie. Et donc, on va travailler sur 16 critères. Euh, donc là, je vous en ai mis 6 parce que je ne peux pas non plus tout détailler, mais les plus gros, on va parler de la consommation de l'eau, donc l'empreinte de l'eau, l'eau virtuelle, celle que l'on ne voit pas. La toxicité humaine, donc c'est un petit peu l'épineux sujet sur les perturbateurs endocriniens. Il y a la toxicité environnementale, l'écotoxicologie, c'est l'impact de nos produits dans un environnement en fin de vie. Donc, ça va toucher les océans, donc l'environnement aquatique, la terre, les rivières, etc. Et tout ça, ça se calcule. Il y a aussi le changement climatique, hein, notre sujet actuel. Il y a l'épuisement des ressources non renouvelables, qu'on a vu tout à l'heure, et la surface des terres occupées. Quid, s'il n'y a plus de surface, on fait quoi? En termes d'agriculture, hein, j'entends. Donc voilà, donc on voit toute cette activité humaine, hein, économique ou non, a une influence sur l'environnement. Et donc suivre cette démarche d'éco-conception permet en fait l'optimisation de l'emploi de ces ressources-là concernant la production d'un produit. Et cette optimisation se manifeste par la réduction de l'énergie nécessaire, par la réduction aussi de la quantité de matières premières et de la pollution. Euh, alors, quand on voit dans les 16 impacts environnementaux, ils sont très vastes, mais il y a des outils pour calculer ça. On va voir aussi les enjeux justement dans notre industrie, que ce soit de la parfumerie, le complément alimentaire, hein, ça fait partie de tout ça. En fait, on est parti il y a quand même trois grands axes. Le premier, pour transformer tout ça, on part sur ces axes qui est de favoriser en tout cas l'utilisation durable des ressources, en tout cas à faible impact environnemental. Derrière, on entend les ressources naturelles, celles qui sont disponibles et limitées, donc l'eau, les fleurs, enfin certaines fleurs, les fleurs de montagne, etc. On a cette préoccupation majeure, hein, pour leur préservation, et donc travailler des filières, qu'elles soient beaucoup plus durables. Donc, on a aussi ce côté de fabrication durable. Donc là, on doit limiter l'utilisation de certaines ressources. Par exemple, tout ce qu'on met en place en disant le zéro déchet, tout ça, toutes ces tendances-là, et ben là, on est sur cette fabrication durable. On est aussi sur le côté favoriser les entreprises d'un même territoire, où là, on va être très circuit court, en local, donc le Made in France. On va privilégier aussi l'agroécologie, toutes les nouvelles agricultures avec l'aquaponie, les plantes à traire, les fermes verticales. Bon, ça, c'est des nouvelles approches agriculture qui sont intéressantes parce qu'elles répondent à un besoin aujourd'hui où on se dit si on n'a plus de surface, comment on fait? Si on n'a plus de sol, comment on fait? Le troisième, on est sur la promotion d'une consommation durable. Là, c'est justement travailler avec le consommateur, enfin, de promouvoir en tout cas une autre façon de consommer vis-à-vis du consommateur, de lui montrer qu'il y a d'autres choses. On peut soutenir des marques bio, des marques éco-responsables, celles qui font déjà l'effort de faire sans greenwashing. On doit convaincre du coup le consommateur d'adopter ces bons gestes-là, bien trier par exemple, bien trier ses déchets, éviter d'utiliser des multiples produits, pas besoin de se mettre 15 produits sur le visage quand on a besoin que de deux par exemple. Euh, on doit aussi réduire le plastique par exemple, supprimer des emballages, en tout cas les emballages à usage unique. Donc voilà, ça, c'est pas mal d'idées, mais on est tous sur ces sujets-là de aider le consommateur à avoir justement une consommation beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus responsable. On peut opter aussi pour des produits de soins qui sont sans packaging ou bien dans des emballages euh, inertes, par exemple. Donc quand j'entends inerte, quand je dis inerte, c'est du verre, c'est de l'acier, c'est de l'inox, parce que le plastique, c'est un matériau qui est vivant parce qu'il relargue des liasses, il relargue des molécules qui, elles, nous perturbent. Donc tout ça, ça se calcule. On met en place en fait cette méthode-là de l'éco-conception en travaillant focus justement sur ces points-là. Quand je parle d'analyse de cycle de vie, justement, on a cette prise en compte. En fait, l'objectif de cette démarche, elle s'applique là sur tout ce que vous voyez. Alors, je n'arrive pas. Je sais pas si je mets ma souris, on voit bien là ou pas? Avec ma souris, on voit.
Ok. Donc l'objectif en fait de cette démarche, c'est d'appliquer justement, de regarder l'impact à tous les niveaux du cycle de vie du produit. Donc on va de l'extraction des matières premières en passant par la production, la distribution, on va aussi jusqu'à l'utilisation de la fin de vie. Et on voit ici, j'aime bien comparer tout le temps ces deux schémas-là, parce que ce premier schéma, en fait, quand on parle d'analyse du cycle de vie, on a toujours un petit peu ce schéma en 6 points. Donc fabrication, transport, distribution, utilisation, valorisation. Voilà, on a toujours ce schéma-là qui est très classique. Or, nous, dans la pétrochimie, dans l'industrie de la beauté, on travaille avec ce schéma-là. Et c'est pas du tout le même. Là, on part vraiment d'un impact sur nos sols, l'agriculteur, la graine. Et évidemment, on passe par tous les transports ici. Donc, tout est détaillé, tout est calculé. On a un gros poste aussi sur la partie consommation, l'usage directement chez le consommateur. Ça se maîtrise. On peut difficilement le faire, mais on essaye d'y penser en amont dans la production, dans la fabrication. On va essayer de travailler aussi justement toute la partie fin de vie de l'emballage, qui là, voilà, on doit éviter d'avoir un déchet. C'est l'objectif. Donc le but, hein, vous l'avez compris, c'est réduire en tout cas de façon préventive les impacts environnementaux tout en conservant aussi la qualité d'usage de nos produits. La liste de notre empreinte sur l'environnement, elle ne cesse de s'agrandir d'année après année. Alors vous l'avez compris aussi, l'éco-conception, encore une fois, c'est un concept qui n'est pas à perdre de vue et on attend que les lois justement arrivent sur ce sujet-là pour, euh, pour faire en sorte que tout le monde s'y mette. Alors souvent, on me demande, est-ce que je suis trop petit en tant que start-up? Est-ce que tout le monde peut faire une ACV? Alors j'en ai listé 4, mais évidemment, moi, je peux en lister une trentaine. Euh, ce que je dis toujours aux marques, aux personnes qui veulent mettre en place en tout cas un système d'ACV, c'est que derrière, on voit les avantages. Ça permet justement de mieux connaître les produits, hein, de réorienter les productions quand on voit que ça va pas. S'il y a des postes qui sont trop compliqués, qui génèrent trop d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, on peut réorienter des choses, on peut faire évoluer le produit, les process. Évidemment, ça va dans ce sens. On trouve des solutions, des alternatives. On va aussi évaluer l'écotoxicité des molécules ou de matières qui contribuent à dégrader la note environnementale du produit. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'écotoxicologie. Et ça, c'est hyper important. Très peu de marques le font, très peu d'entreprises le mettent en place. Et ça, c'est bien pour que le consommateur, derrière, il se dise, ah oui, ok, ça a été testé, on sait quelle est sa note d'un point de vue fin de vie. Et donc, ça permet aussi de réaliser bah, enfin, beaucoup d'économies quand on va supprimer des matières premières. Admettons, on va prendre un flacon de gel douche. Il n'y a pas besoin d'avoir un contenant en carton, par exemple. Le carton dans notre main, il va durer 5 minutes et on va le jeter parce qu'on va utiliser, par exemple, uniquement le flacon en gel douche. Donc voilà, donc ça permet aussi de faire certaines économies. Alors, si je focus un petit peu sur l'industrie de la beauté, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est, parce que non, l'industrie de la cosmétique, c'est pas juste on fabrique des rouges à lèvres. C'est un petit peu plus que ça. On est un petit peu plus conséquent comme industrie. On fait partie de l'industrie pétrochimique. Qu'on le veuille ou non, c'est une industrie chimique. Et on a 18% de la production mondiale d'hydrocarbures. Donc c'est pas rien. Et en plus, on est responsable de jusqu'à 1,5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, que ce soit, là, je vous l'ai écrit, dans la composition du produit, dans la fabrication des produits, mais aussi dans les emballages. Et en comparaison, j'aime bien comparer ça parce que je me dis que ça donne toujours un ordre de grandeur. L'aéronautique, ils en sont à 4,5% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez qu'en comparaison, on n'est pas très loin. Et donc, ça reste quand même une industrie qui est très impactante aussi. D'autres chiffres, donc on est très polluante, voilà. D'autres chiffres, c'est que aujourd'hui on génère 120 milliards d'unités de déchets. Et ça, c'est pas possible.
Euh, on représente 5% des emballages plastiques qui ne sont pas tous recyclés ni recyclables. Et seulement 9% de ces déchets plastiques produits ont été recyclés. Et ça, c'est des chiffres de l'ONU aussi. On a l'Observatoire des cosmétiques qui date de 2021, mais ça n'a pas beaucoup évolué. Euh, donc de ce fait, en fait, vous voyez, on rentre en fait dans une dimension d'éco-conception du produit où on intègre toutes les activités dans des différents métiers. Et on se pose la question à chaque étape, quelle est l'empreinte économique et sociale de mes produits? Et souvent, on s'aperçoit que c'est une approche qui est basée que sur du bon sens, en fait. Alors, vous allez peut-être le comprendre dans les slides juste après, hein, parce que voilà, ça, quand on commande, par exemple, une palette d'ombre à paupières ou un blush, euh, regardez la masse de matériaux qu'il y a et qui ne font que passer dans nos mains, qui durent quoi, 10 minutes et qu'on va mettre à la poubelle. Mais tout ça derrière, c'est du bois. Tout ça, c'est des ressources. Euh, donc là, par exemple, si je prends la palette de maquillage, là, vous voyez ici, cette palette de... Enfin, voilà, c'est pas possible en fait. Le client, il prend un temps fou à les ouvrir, à enlever le petit carton et à placer dans la palette uniquement la couleur qu'il a besoin. À droite, ici, vous voyez, quand on commande, voilà ce qu'on nous envoie. On nous envoie de l'air. Mais imaginez le transport derrière pour transporter ces cartons pleins d'air. Là, on a un camion qui est très bien rangé, mais de base, les camions, en général, je vous ai mis là deux petits placards, mais de façon générale, tous les bennes de camions, de transporteurs, ne sont pas équipés d'étagères. Donc derrière, en fait, on transporte du vide. Et donc, si on commande plein de petits formats comme ça, par exemple, vendus, enfin, et livrés dans des grands contenants, enfin, je vous fais pas un dessin, les volumes sont pas optimisés, le modèle ne va pas. Euh, on doit juste décarboner et pas livrer, enfin voilà, commander de l'air, ça, c'est un non-sens. L'autre constat aussi, c'est ça, c'est se poser des bonnes questions. Est-ce qu'il est normal d'utiliser 15 gels douche en plastique à usage unique, en fait, pour se laver? Euh, il y a quand même des solutions autres. Il y a du vrac, il y a du réemploi. Aujourd'hui, on peut très bien réemployer son flacon, enfin réutiliser son flacon, le re-remplir, etc. Vous savez qu'en 2021, c'est 4 tonnes de cosmétiques qui ont été jetées par jour. Chaque jour, 4 tonnes. Regardez tout ce qu'on a dans nos placards, tout ce qu'on entasse. Et donc, tous ces chiffres, en fait, sont en constante augmentation. Alors derrière, c'est se dire aussi, très bien, vous brossez les dents, vous crachez votre dentifrice. C'est quoi la fin de vie? Vous finissez votre geste, c'est très bien, vous passez à autre chose. Votre dentifrice, c'est des molécules chimiques qui vont continuer à vivre les canalisations et atteindre des environnements autres. Et donc ça, c'est se poser ces questions. Ça va être quoi l'impact de mon dentifrice? Donc les industriels doivent justement travailler sur des formules qui soient biodégradables, pensées, etc., avec des ingrédients qui soient pensés pour ne pas impacter l'environnement. Et ça se fait déjà. Et ici, est-ce qu'il est normal aussi de mettre autant d'ingrédients dans des produits pour enfants? Là, j'ai pris exprès l'exemple de produits pour bébés. Euh, Est-ce qu'il est normal? Alors, je ne vais pas vous dire tous les ingrédients qu'il y a, mais ils sont un petit peu là surlignés en jaune. C'est pas normal d'utiliser des perturbateurs endocriniens qu'on sait avérés sur la peau de nos enfants. Donc voilà, c'est juste du bon sens. Quand je dis on doit prendre conscience de tout ça, à nous, industriels, de limiter tout ça. Et donc, consommateurs, de ne pas consommer ça, ou de travailler plus, pas de travailler, mais d'avoir un raisonnement un petit peu plus euh, conscient. Euh, Il y a aussi la question des origines de nos ingrédients. Euh, Ça, c'est hyper important de se dire, OK, par exemple, je prends une huile de coco, une huile de palme, très bien, elles sont produites à l'autre bout du monde. Donc, les cultures détruisent nos sols, menacent les animaux. Ce sont aussi des cultures qui sont gourmandes en eau. Donc, pensez justement à choisir aussi des ingrédients. Donc, nous, en consommateurs, on se dit, on va faire des meilleurs choix. Et en tant qu'industriel,
là aussi, on va transformer, on va trouver des alternatives à ça. Donc, vous voyez tout ça, tous ces constats nous emmènent aussi que derrière, il y a un truc qui va pas, parce que ça fait 40 ans qu'on mène en fait une guerre chimique aux vivants. Et donc, par rapport à ça, nos sols sont en très mauvais état. On a une perte grandissante de la naturalité en France, et on a des sols qui sont en très mauvaise santé. Bon, je ne peux pas rentrer trop dans ce sujet-là, parce que ça serait une conférence entière. Mais du coup, c'est prendre conscience aussi que un cosmétique, c'est pas juste un bout de plastique ou un flacon de verre et d'un produit. C'est qu'un produit cosmétique, c'est des plantes et à la base, il y a un sol. Et si on maltraite nos sols, je suis pas sûre que les plantes qui y poussent nous soient bénéfiques au final sur notre peau, notre santé. Un autre problème aussi, c'est la complexité de nos emballages. Et ça, c'est peut-être le plus gros poste aussi, parce que la biodiversité, c'est un sujet, mais derrière, hein, quand on conditionne cette biodiversité, qui se retrouve dans nos galéniques, dans nos formules, bah, ce serait bien de le faire de façon un petit peu plus intelligente. Et aujourd'hui, les industriels, en fait, elles donnent vraiment du fil à retordre à toutes les filières de recyclage de fin de vie, parce qu'elles ne sont pas conçues pour gérer la multitude de matériaux qui existent aujourd'hui. Donc, vous voyez sur cette autopsie de pompe que je me suis amusée à faire sur mon flacon, j'ai démantelé mon flacon, ma pompe de flacon, et vous voyez ici, elle est constituée en fait de plein de matériaux. Donc, ainsi conçu, si vous voulez, bah, il est juste quasi impossible de la recycler. Et donc, une pompe en plastique ne sera jamais recyclée, prise en charge dans les filières de recyclage. Jamais. Au même titre que ce tube de dentifrice. C'est mou, c'est souple, ça a l'air simple. C'est chouette ce tube-là. Sauf que c'est pas simple du tout. Un tube de plastique, bah, il contient un peu d'aluminium, il contient de la colle, du vernis, il contient beaucoup de types de plastique différents, qui d'ailleurs ne se recyclent même pas ensemble. Donc, c'est invisible à l'œil nu pour le consommateur. Parfois même, l'industriel ne sait même pas qu'il y a autant de couches de plastique, parce que on n'a pas forcément toutes les enfin, on n'avait pas forcément toutes les informations. Là, c'est en train de changer. Enfin, ça fait quelques années que c'est en train de changer. Mais donc, du coup, voilà. Donc, on est obligé d'avoir ce type de matériaux aussi pour avoir les barrières nécessaires, en fait, à la protection de notre galénique, la formulation. Donc, on doit trouver des alternatives sur nos emballages. Allez, j'enchaîne. Ah, pardon, j'avais un truc à vous dire aussi, parce que quand on parle de recyclage, pardon, quand on parle de recyclage, c'est d'abord du tri. Il n'y a pas de recyclabilité sans triabilité. Et ça, c'est un certain nombre justement de tous ces emballages qui ne vont pas vers des recycleurs en sortie de centres de tri. Et c'est souvent le cas des petits emballages, par exemple. J'ai noté que sur 164 centres de tri en France, pour le moment, il n'y en a que 80 qui ne sont même pas à même de repérer et de trier nos tubes de dentifrice, si on parle que de ce type de produit, par exemple. Et donc, quand bien même ça serait le cas, s'ils y arrivent, eh ben, toutes les marques n'adoptent pas la solution de monomatériaux. Tout le monde utilise plein de matériaux sans le savoir. Donc voilà, donc les tubes, par exemple, ne sont pas collectés. On aura des petits, vous savez, des fois des petites opercules quand on a sur une crème, etc. Une petite opercule. Cette opercule, soit elle est en plastique, soit elle est en aluminium, mais elle ne sera pas prise en charge. Donc on a plein de petits matériaux qu'on ne sait pas prendre en charge, qui restent un déchet et qu'on ne saura pas trier. Donc, on a des alternatives hein, à ce type de produit. Si derrière, je vous ai fait peur avec le tube de dentifrice, faut se dire qu'aujourd'hui, on a des alternatives en poudre, des dentifrices solides, poudre, voilà. Donc là, on n'a plus d'emballage plastique, on privilégie des boîtes en alu qu'on va remplir. Et ça, c'est des très belles alternatives et ça marche très bien. Donc, on a des marques, si vous voulez que je vous en donne, on en reparlera. Donc, côté impact du packaging, en tout cas, c'est un vrai sujet que l'industrie a cœur de transformer et ça fait quelques années, mais sauf que voilà, ils y vont, mais petit à petit.
Après, il y a un autre sujet aussi sur cette partie d'emballage, hein, c'est la migration du contenant vers le contenu. Enfin, pardon, ouais. Et donc l'impact du perturbateur endocrinien, il est très grand ici. Et malheureusement, il est très peu connu. Donc, on travaille dessus. Donc voilà, donc en cosmétique, en fait, on utilise principalement dans nos emballages le matériau le plus pratique, c'est le plastique. Mais il y a aussi du verre, de l'aluminium, des matériaux plus originaux aussi, tels que les bioplastiques. Ça, va falloir faire attention parce qu'il n'y a aucune filière de recyclage. Donc, quand vous entendez des super matériaux innovants, etc., quand on vous dit, ah, bah là, c'est du plastique, enfin, de l'huile de ricin, de la canne à sucre, etc., il faut se dire qu'attention, il y a peut-être des polymères plastiques. Et c'est ce qu'on appelle des bioplastiques. Et ça, il n'y a pas de filière, donc ça reste un déchet. Mais on trouve aussi de la porcelaine, du bambou, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Mais attention, c'est souvent des fausses bonnes idées. Donc c'est vraiment à nous de vérifier les filières, leurs impacts, avant de sélectionner, enfin, et en tant qu'industriel et en tant que consommateur. Pour vous donner quelques chiffres. On est encore bien loin hein, de recycler les tonnes de plastique qui sont produits par année, mais la quantité de déchets plastiques qui est déversée chaque année dans les océans, elle devrait tripler d'ici 2040 et on va atteindre 29 millions de tonnes métriques. Donc voilà, donc c'est le plastique aujourd'hui. Les politiques nous emmènent vers l'idée du recyclage, sauf qu'en fait, le recyclage ne peut pas à lui seul en fait garantir la mise en place de cette économie circulaire sur le plastique, ni permettre aussi à l'industrie plastique d'atteindre toute la neutralité carbone qu'elle rêve depuis 2000, enfin ce qu'on se fixe pour 2050 en tout cas. Et aujourd'hui, malheureusement, sans plastique, en fait, l'être humain, eh ben, il ne sait ni se nourrir, ni se loger, ni se déplacer, ni se soigner. Et aujourd'hui, le plastique, eh ben, on en rêve tous de le recycler, mais la vérité, c'est qu'il se recycle mal, peu, très peu, pas du tout. Donc en fait, on a une solution. C'est ce petit bonhomme-là qui nous rappelle quelques années avant, où avant on se faisait livrer des bouteilles en verre et qu'on consignait. Et ça, il va falloir revenir à ces alternatives-là et c'est des solutions qui fonctionnent dans d'autres. Alors je sais qu'en Alsace, etc., c'est des choses qui n'ont jamais arrêté. Mais nous, il va falloir s'y remettre en fait. En tout cas, les lois vont nous diriger vers ça. Donc autant s'y mettre dès maintenant. Allez, on enchaîne parce que le climat change, mais la beauté aussi. Et la beauté, elle doit s'adapter. Il y a une étude qui a été réalisée par Pascal Brousse, qui est sortie récemment, et qui nous laisse justement entrevoir cette beauté de demain. Donc, il faut imaginer, hein, Paris avec le climat de Séville, ça aura des conséquences sur nos peaux, nos cheveux, notre santé globale. Et donc, nous allons vivre une véritable crise aussi du côté de la santé, et nos établissements hospitaliers ne sont clairement pas prêts, en fait, à tous ces changements qui vont arriver. Entre les déplacements de population, les maladies infectieuses, la pollution, bon bref, je vous fais pas un schéma, mais si on n'a plus de saison, on va développer beaucoup plus d'acné, beaucoup plus d'allergies. Notre peau va être beaucoup plus sensible. On aura toutes ces causes-là de façon plus récurrente. En bref, on a un constat qui est fait, c'est que notre génétique, carrément, va changer. Donc, on observe aussi que la nature, elle aussi, évolue de son côté. Ça fait quelques années qu'on voit que les fleurs, qui sont hyper intelligentes, elles abandonnent en fait les insectes parce qu'ils sont de plus en plus rares. Et du coup, elles évoluent pour s'autopolliniser elles-mêmes. C'est du jamais vu. Et donc, on constate ça. Donc, si elles changent, clairement, nous aussi, on peut changer. Je vous ai mis aussi cette photo-là d'une pensée des champs qui pousse près de Paris et on a constaté qu'elles produisent 20% de nectar en moins que celles qui poussaient il y a 20 ou 30 ans. Donc en fait, voilà, donc on voit aussi qu'il y a des choses qui changent dans l'environnement, qu'il faut juste porter un autre regard. Et quand on produit aujourd'hui la beauté, donc quand j'entends la beauté, c'est la cosmétique, les parfums, le maquillage, les compléments alimentaires et tout ça il faut aussi qu'on ait ce regard OK, il y a un changement à faire aussi. Je vais vous montrer quelques solutions. C'est bon, Julie, j'ai encore un petit peu de temps.
J'ai été pas trop Oui, bavarde. assez rapidement pour qu'on ait quelques discussions, Allez. mais c'est possible. Alors, quelques exemples. Ben, dans l'agriculture, pour changer justement, si on n'a plus de surface, si on n'a plus de sol, etc., on peut trouver aujourd'hui d'autres façons de cultiver que de la monoculture. On peut travailler sur de la polyculture, donc alterner. On a aussi des solutions de ferme verticale ou bien l'aquaponie. Donc ça aussi, on travaille soit en étagère, soit dans des tours. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a des tubes aussi qui existent dans ces nouvelles fermes. Donc on peut cultiver aujourd'hui des plantes différemment. Et puis la biotech, alors ça, c'est un bel avenir. Euh, c'est un bel avenir. Il y a beaucoup de choses qui sont issues aujourd'hui des biotech, hein, toujours issues du végétal, mais du coup, on fabrique de belles innovations, en tout cas à partir de la biotech. Des exemples concrets sur des produits, des alternatives à tout ce qui est eau pour préserver notre ressource en eau. On peut travailler justement, comme des marques le font, sur de la poudre, donc notre shampoing, notre gel douche, notre démaquillant, etc. On peut les avoir sous forme de poudre. On peut les avoir sous forme de solide. Là, je vous ai mis l'exemple d'Eliane qui a sorti un... J'ai plus le mot. Un dissolvant. Un dissolvant solide. On a aussi ce type de recharge, par exemple, où on achète un pot. Là, ici, c'est la crème libre qui a un pot en béton, où on a un joli pot qu'on garde et on va juste racheter en fait une recharge qui est en plastique. Et voilà, on rachète juste la recharge et on garde le pot. Il y a aussi d'autres façons de faire avec le réemploi. Donc, on va garder le flacon ad vitam aeternam. Là, c'est la marque Neo by Nature que j'aime beaucoup et qui travaille justement avec avec des petites doses. Donc, c'est de la poudre compressée, comme vous imaginez un Doliprane. Vous le mettez à infuser dans la bouteille avec de l'eau et vous avez votre gel douche pour le mois, en fait. Et là, on a cette façon de fabriquer des produits cosmétiques avec l'upcycling. Donc, on fabrique des ingrédients à partir de coproduits euh, des produits issus de déchets de l'agroalimentaire ici, là, sur la banane. Cadalis en fait des produits cosmétiques. Donc c'est breveté, il y a des actifs qui sont merveilleux et qui font des miracles sur nos peaux et nos cheveux. Et on a aussi cette nouvelle façon de faire qui est en train de se répandre, c'est de carrément construire son écolieu, de se dire, OK, je lance une marque comme Delab l'a fait, là on est sur du complément alimentaire, elle s'est dit, bah voilà, j'ai ma gamme, mais je vais aller beaucoup plus loin et je vais essayer d'avoir tout chez moi. Et donc elle centralise tout, elle a ses plantes à ses pieds, elle a travaillé un environnement, son usine, qui est pensé, qui est éco-conçu, avec la récupération d'eau, il y a un système d'aération, etc. Enfin, tout est vraiment éco-conçu et fait pour préserver l'environnement. Des exemples au niveau du retail, la beauté aujourd'hui, on peut la trouver en vrac dans les pharmacies. Donc, on a du flacon standard. On a des marques qui se sont mises d'accord sur un flacon standard, de se dire aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir des fioritures sur un pack. On peut avoir un pack standard et venir carrément recharger en pharmacie. Donc, cette pharmacie, elle est à Paris, mais c'est en train de se répandre. On a le même schéma sur les bars à parfum que Sephora a mis en place. Alors, le premier à sortir, c'était Thierry Mugler. Il y a quelques années, longtemps, il a été le précurseur, mais aujourd'hui, on retrouve ce bar à parfum un petit peu partout. Enfin, de plus en plus partout, de plus en plus répandu, pardon. Et un bel exemple que je donne aussi pour terminer cette conférence, c'est la société Mustela, donc c'est le groupe Laboratoire Expansion, que j'aime beaucoup pour la démarche qu'ils ont. Eux, ils ont carrément pris le pas de supprimer, d'arrêter, de sortir 20% de leur chiffre d'affaires en supprimant des lingettes. Donc les lingettes Mustela, eux, ils ont dit, pendant des années, on a essayé de les rendre convenables, on va dire ça comme ça. On sait qu'elles sont polluantes, mais ils ont travaillé justement pour les rendre compostables, après biodégradables, etc., etc. Au final, ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent toujours pas, que la lingette reste un produit avec des compositions toujours plus compliquées, désastreuses. Du coup, ils ont pris la décision simplement de refuser
c'est dans la stratégie des 3 R. Eux, ils prennent le pas de refuser et de se dire, stop, on va arrêter de produire ce type de produit-là. Donc c'est un manque à gagner, mais ils ont jusqu'à 2027 pour trouver une alternative. Mais au moins c'est annoncé, il y a un acte en fait qui est fait. Et ça, si on a de plus en plus d'entreprises qui prennent le même chemin que Mustela fait en disant stop, on arrête de produire à outrance, d'avoir des gammes aussi en cosmétique. Vous savez, c'est comme la beauté. Il y a des produits qui sortent, il y a des parfums qui sortent chaque semaine comme la mode. Il y a des gammes de cosmétiques qui sortent chaque mois, des gammes entières. Et ça va pas. Dans le concept aujourd'hui, dans l'éco-conception, on ne peut plus se permettre de sortir des collections, des gammes, des parfums, etc. chaque semaine. Donc voilà, donc des marques comme ça qui se disent, OK, en conscience, on va justement travailler des choses un petit peu plus raisonnées. Alors en conclusion, alors bon, là c'est mon livre sur l'éco-conception, on en reparlera plus tard, mais en conclusion, moi je voulais vous dire quand même, en fait, on est à la croisée des chemins et que les industries ne cessent de se répéter en fait qu'elles font des efforts, que les gouvernements prennent des initiatives. Et sur le plan mondial, en fait, on va juste dans la mauvaise direction. Donc peut-être qu'il faut repenser notre rapport à l'usage unique, par exemple, ou celui de notre façon de consommer, ou alors revoir notre façon d'éduquer la population sur la gestion de nos déchets. Alors oui, il y a des décisions qu'il va falloir prendre, c'est difficile, certes. Des discours aussi de vérité qui ne plaisent pas. Il y a beaucoup d'habitudes à changer, surtout, ça, voilà. Mais moi, je suis certaine que le collectif, en fait, sert à ça. Et car, en fait, c'est ça qui va partager justement cette responsabilité. Et pour ça, justement, les réponses à apporter, elles sont multiples. Et l'éco-conception reste un des moyens incontournables pour bifurquer et se transformer, à la condition juste d'en connaître l'histoire, de comprendre de comprendre les principes qui la régissent et aussi d'avoir pleinement conscience en fait de ses limites. Et donc d'ici 2030, nous travaillons des cosmétiques qui seront multi-protecteurs, de plus longue durée, rafraîchissants, anti-humidité, réconfortants moralement aussi, des boosters de sérotonine, on va avoir des produits qui s'adaptent au climat, ça va être les nouveaux claims en fait. Donc aujourd'hui, on a cette perspective de se dire demain, dans 30 ans, il va se passer ça, et donc la beauté se transforme et va aller vers des nouveaux produits et des nouvelles gestuelles. Et donc, il y a enfin, déjà, les US et l'Asie sont pas mal précurseurs sur ces nouvelles tendances. Donc voilà, c'est comment dire, c'est des belles idées qui préfigurent demain. Donc voilà, donc je suis dans les temps, Julie? On a presque terminé pour le Et coup. ben voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, bah, c'est peut-être le temps des questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat. Florence, qui est avec nous, du coup, Alors, je te laisse la donc, main. la première question, quelles solutions concrètes au niveau de l'individu peut-on mettre en place? Euh, eh ben, une réponse simple. Arrêter de surconsommer. Ou D'accord. consommer juste en conscience, de se dire qu'il y a des méthodes, hein, c'est pour apprendre à déconsommer. Mais ouais, il faut arrêter Enfin, si on doit décarboner, il faut limiter notre consommation en tout. On n'a pas besoin de 30 crèmes. Vous avez vu les tiroirs qu'on a? On n'a pas besoin de 30 produits cosmétiques qu'on teste une fois, qu'on n'aime pas. Ou on n'a pas besoin de 30 parfums, un par jour. Enfin, des fois, il y a des choses où on est totalement en perte de sens, quoi. Ok. Euh, la deuxième question, comment décrypter les étiquettes et savoir d'où viennent les ingrédients? Quels sont leurs impacts sur l'environnement? Alors, comment décrypter les étiquettes? Il y a des applis qui vont aider le consommateur aujourd'hui. Je suis pas fan de Yuka, désolée. Yuka, c'est alimentaire, c'est pas cosmétique. Euh, il y a des applis comme Mireille, il y a Clean Beauty App, il y en a plein des applis cosmétiques qui sont dédiées à la cosmétique. Donc, il y a pas mal de choses qui nous aident. La deuxième question, c'était quoi, Florence? J'ai pas, il y avait deux questions dans En une. la Est-ce question.
Alors, les ingrédients, justement, quels sont leurs impacts sur l'environnement? L'impact des ingrédients sur l'environnement? Oui. Par exemple, c'est vrai que souvent, moi je vais en montagne l'été, les gens nous disent il ne faut pas se baigner dans les lacs après avoir mis de la crème solaire parce que J'allais y venir, c'est ça. voilà. Ben ouais, ben, il y a des ingrédients qui ne sont pas biodégradables, il y a des ingrédients qui sont très controversés parce que du coup, ils ont un impact fort sur les coraux, par exemple. Là, on a une recrudescence de blanchiment de la barrière de corail. C'est lié, ben là, il fait chaud, les crèmes solaires sont de retour, enfin, dans certaines régions. Mais enfin, c'est des molécules chimiques. Derrière, elles vont apporter aussi des changements dans des écosystèmes aquatiques, par exemple, ou terrestres. Enfin, ça peut être des vers de terre, ça peut être des abeilles, ça peut être plein de choses en fait. Mais ça reste des molécules chimiques, donc elles ont des conséquences. C'est pas anodin en fait. Et on le voit beaucoup dans les eaux. Dans les rivières, par exemple, ils ont testé certaines eaux où ils ont trouvé beaucoup d'œstrogènes. Et ça, donc on a aussi, bon là c'est les œstrogènes, si on prend par exemple la pilule, ça reste des molécules, c'est pareil. Et ça transforme aussi des poissons, ça transforme des espèces. Donc il y a un impact, quoi qu'il en soit. Mais après c'est vaste parce que toutes les molécules, en fait, elles ont des propriétés différentes. Donc, mais il y a un impact. Alors, on a une autre question. Les entreprises de cosmétiques prennent-elles en compte l'impact sur la ressource en plantes sauvages, sur leurs formules? Pas Font-elles toutes, font-elles attention à ne pas utiliser de plantes faisant face à une pression de cueillette forte? pas toutes. Donc celles qui le font, elles le disent en général et elles le disent haut et fort. D'accord. Euh, une autre, excusez-moi. On parle de transformation de la beauté et de nouvelles tendances. Est-ce que le retour aux choses simples ne suffit pas, comme pour nos grands-parents? Ingrédients naturels, très peu d'associations chimiques, concevoir soi-même ses produits. Alors oui et non. Euh, Ça peut être dangereux aussi de fabriquer et concevoir soi-même ses produits cosmétiques. Euh, Tout le monde n'est pas petit chimiste. Si on, par exemple, je prends les huiles essentielles, faut faire attention, il y a des dosages. Sauf que des fois, les gens ne savent pas, ils croient que c'est des huiles simples, et du coup, ils peuvent se brûler jusqu'à troisième degré, par exemple. Donc, il faut faire attention quand on fabrique ces produits cosmétiques. Toutes les recettes qu'on trouve sur Internet ne sont pas très bonnes. Euh, donc, enfin, faut être vigilant. C'était quoi, Florence, du coup, j'ai... C'était ça en fait, revenir aux choses simples comme nos grands-parents et ingrédients naturels, très peu d'associations chimiques, concevoir ses produits soi-même. Bah après, quand je parle de déconsommation, bah c'est ça, c'est que nos grands-parents, ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Ils n'avaient pas cette multitude, en fait, de produits qu'on a aujourd'hui sur nos étagères. Ils n'avaient pas les mêmes tiroirs qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est aller vers vers des essentiels, tout simplement. Aller vers moins de transformation et aller vers des essentiels. D'accord. Moi, j'avais une question. Y a-t-il des marques à bannir et des marques à privilégier? Alors non, on peut pas dire ça comme ça. Euh, Mais après, c'est des choix. C'est juste encore une fois, c'est du bon sens. Regardez un petit peu ce qui se passe avec les agriculteurs. Quand tout le monde était derrière en disant on soutient les agriculteurs, c'est très bien. Sauf que derrière, on peut pas consommer du Lactalis, du Nestlé, et en disant qu'on soutient les agriculteurs. Je sais pas si je suis claire, mais derrière, il donne rien en fait. Il y a rien qui est donné en faveur de l'agriculteur. Donc, il faut aller jusqu'au bout de ses idées. Et quand on dit on veut du circuit court, quand on dit qu'on veut du Made in France, quand on veut du bio, quand on veut, ben, on va aller consommer ça.
réellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, hein, les chiffres nous indiquent des chiffres assez hauts, assez élevés, je sais plus, dans les 80% du français qui va dire, ah bah oui, moi je suis pour le bio, je suis pour le circuit court, je suis pour le Made in France, etc., etc. Sauf que derrière, avec la crise qu'on vit aujourd'hui, eh ben, personne ne consomme bio. Enfin voilà, on a très peu de personnes en fait qui vont consommer du bio, qui vont consommer en circuit court réellement, etc. Enfin, les chiffres nous le montrent. Après, c'est des stats, mais il faut aller jusqu'au bout. Quand on dit quelque chose, il ben, faut réellement le faire, en fait. Et moi, j'ai été attristée, en fait, de voir, par exemple, pendant cette période de soutien aux agriculteurs, que bah, les chiffres de Nestlé n'ont fait que grimper. Et que derrière, les agriculteurs peinaient, en fait, et criaient à l'aide. Donc, on peut pas dire je soutiens les agriculteurs quand derrière, on consomme les pots de yaourt et les machins de Nestlé ou bien de Lactalis. Je suis cash, hein. Dernière question, petite question sur la rechargeabilité des parfums. Si les fontaines à parfum type Mugler venaient à se démocratiser et à se multiplier sur les points de vente, est-ce que cela ne poserait pas un problème de place pour les distributeurs? Alors, c'est le problème dans les surfaces aujourd'hui chez les retailers, c'est que on ne peut pas aujourd'hui, avec les milliards de marques qu'il y a, on peut pas avoir justement ces fontaines à parfum partout. Donc, je sais pas, mais tout le monde est en train de travailler ça, les lois, les politiques, etc., sont en train de changer, de s'écrire. Donc, il y a pas mal de choses qui arrivent d'ici 2027, j'espère. Mais on a un calendrier, donc il y a énormément de choses vraiment qui sont en train de changer au niveau réglementaire, au niveau... enfin, vraiment, c'est en train de... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais tout est en train de se jouer aujourd'hui. Euh, on est en train de bifurquer, mais il faut y aller collectivement, en fait. On peut pas y aller seul dans son coin. Donc, encore une fois, on a besoin des politiques. Donc là, les votes qui arrivent, faut faire les bons choix. Euh, je parle des européennes, là, en juin. Donc voilà, il y a quand même, faut y aller collectivement. Voilà, Une autre question? Non? c'était la dernière. Merci Florence pour les questions du coup qui ont été transmises dans le chat par les participants. Merci beaucoup Sandrine. Je peux te laisser le mot de la fin avant d'arrêter justement l'enregistrement de ce webinaire et te remercier encore de nous avoir partagé toutes ces informations. On renverra évidemment le lien vers ton ouvrage à notre communauté d'inscrits. Voilà. Merci encore et je te laisse le mot de la fin. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup bah, à toutes les deux. J'espère que je vous ai appris des choses. Euh, Si vous avez plus de questions, bah, je suis disponible et joignable sur LinkedIn. Peut-être que tu pourras mettre mon contact, Julie, dans le... Voilà. Et désolée, mais j'ai une voix toute cassée. Voilà, l'essentiel en tout cas, c'est que le message est passé, qu'on a une industrie qui se transforme et qui a besoin de consommateurs un petit peu plus conscients pour nous aider dans ce chemin. Très bien. Merci. Je pense que le message est passé ce soir, en tout cas. Eh bien, je transmettrai le contact et vous l'avez également à l'écran. Si vous avez besoin de poser des questions directement à Sandrine, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous et je vous retrouve très bientôt pour un prochain webinaire. Merci encore Florence et merci Sandrine. Bonne soirée. Merci, au Ouais. revoir. Au revoir.